Pour aujourd'hui, on va discuter d'un autre truc, les services d'annuaire et quel avenir ça peut avoir, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le domaine. Et si on regarde un petit peu les lieux communs qui vont avec, on entend vraiment de tout et n'importe quoi. Donc c'est un petit peu l'idée ici, c'est de se plonger là-dessus. Alors on peut entendre des gens qui nous disent bah, les annuaires de service, en particulier Active Directory, c'est une source de problème. Il faut juste lire la doc. Les annuaires de service, c'est has-been, on n'en a plus besoin aujourd'hui avec un MDM, on fait 100. Je n'ai pas besoin de gérer l'identité sur mes stations de travail, je m'en fous de qui est dessus. On ne peut pas être mobile et connecté à un service d'annuaire. Ça, c'est effectivement ce qu'on entend un peu souvent en ce moment, et globalement, c'est faux. De mon point de vue, en tout cas. On va reprendre un petit peu les bases sur le service d'annuaire, et sur pourquoi c'est là, à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de votre métier. Et avant ça, j'ai une question pour vous. C'est quoi votre job, globalement? Plus fort. Gérer un parc, d'accord. Gérer des machines. D'autres idées? Faire en sorte que l'utilisateur puisse faire son job. Faire en sorte que l'utilisateur puisse faire son job, effectivement. On peut, de prime abord, se dire que notre job, c'est effectivement de gérer des stations de travail, des endpoints, quel que soit le type de terminal que l'on est en train de gérer. En réalité, le boulot d'un service informatique, comme tout service support dans une entreprise, car c'est un service support, ce n'est pas un service métier, c'est de gérer des utilisateurs. Au final, ce qui nous intéresse, c'est faire en sorte que la personne qui est derrière son ordi fasse son job et rapporte de quoi payer les salaires, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc effectivement, quand on prend le point de vue de l'utilisateur, après, nous, on ne va pas être en contact direct avec l'utilisateur, on ne va pas lui mettre une câble réseau dans la tête pour lui... voilà. On va le gérer à travers les stations de travail. Mais, ouais, ou en Wi-Fi, on peut essayer. Il y en a chacun qui ça réussit pas trop. Donc, à travers nos stations, nos endpoints, on va gérer l'utilisateur. On va gérer la personne qui est derrière ces stations de travail pour lui permettre de bosser. Et du coup, dans l'histoire, c'est quoi le job de l'utilisateur? Parce que vu qu'on est là pour l'aider à le faire son job, si on ne sait pas ce qu'il fait, si on ne sait pas comment il va s'en servir, on va avoir du mal. Son boulot, globalement, ça va être de travailler sur l'information de l'entreprise que l'entreprise produit ou gère, avec différents services que vous allez devoir mettre en œuvre. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, du service mail, du service web, du partage de données forcément, etc. Et globalement, l'utilisateur dans l'histoire a absolument horreur de gérer ça, d'avoir à faire face à ces trucs-là. Hein, à part si vous avez la chance de trouver sur des utilisateurs qui sont sympas, mais globalement, dès qu'il y a un problème, ça va être votre faute. Tout ce que l'utilisateur va avoir à faire à un moment donné, c'est dire bah, c'est moi, file-moi mes données. Le reste, comment ça marche, je m'en fous. Je veux accéder à mes données, je veux travailler, et je veux que ça soit le plus simple possible pour moi. Nous, d'un point de vue IT, au final, on va avoir des questions à se poser du coup dans cette optique-là. Quand on travaille sur un service, on va se demander bah, au final, c'est qui mes données, qui utilise mes données là, qui est en train d'accéder à l'information. On va aussi se dire, quand on manage le endpoints, qui est derrière l'écran en fait. J'ai qui là? C'est quoi cette machine? J'ai un numéro de série, c'est qui est au bout? Et c'est là où on va se demander, du coup, on va commencer à réfléchir en termes d'identité. Et c'est là où rentre en jeu le service d'annuaire et où il garde toute son utilité, et encore plus aujourd'hui. Parce qu'au final, ces questions-là, on peut se les réécrire différemment. C'est en fonction de l'utilisateur, par exemple, quel est son niveau d'accès au service. Et en fonction de la machine, bah, quels sont les services que l'on va configurer automatiquement dessus pour que bah, l'utilisateur puisse faire son job. Si on met ça en regard d'un annuaire, et des services que sont censés fournir un annuaire, on va avoir sur cet annuaire-là une liste d'utilisateurs, des utilisateurs regroupés en liste, éventuellement les rôles des utilisateurs dans les entreprises qui sont définis, qui sont documentés, on va dire, dans le sens où il y a une différence entre ce qui est un rôle et ce qui est une liste. Une liste va être transverse à différents services, un rôle, ça va être le manager, ça va être le comptable, etc. Et en fonction de ça, on va avoir du coup toutes les données nécessaires pour faire des tableaux croisés qui vont à un moment donné finir par nous donner des niveaux d'accès sur un service, par exemple. Et on a, avec la partie preuve d'authentification, être capable de dire la personne qui est là est bien qui elle prétend être. Si on met ça en regard d'un service mail, par exemple, notre annuaire va nous permettre d'avoir les pages jaunes de l'entreprise, déjà, d'avoir des listes de diffusion sur des personnes d'une même équipe, par exemple la liste qui gère le journal de l'entreprise,
C'est un truc qui est transverse, qui n'est pas lié au métier. Donc c'est une liste. On a éventuellement les rôles, qui est manager. On pourra envoyer à tous les managers le rappel de vous avez la semaine prochaine l'entretien du personnel à faire, vous devrez mettre vos comptes rendus à tel endroit. Et on a la preuve d'authentification pour protéger nos données. On va retrouver la même chose sur un partage de données. Sur un partage de données, on va avoir le porteur du droit qui est identifié dans l'annuaire, on va avoir les listes de l'entreprise qui vont permettre de dire quels sont les partages accessibles, et le rôle qui vient se croiser pour dire, au sein de ces partages-là, quel est le niveau d'accès. Et toujours pareil, la preuve d'authentification pour protéger nos données. Sur une station de travail, au final, qui est l'utilisateur qui est derrière? J'ai une station de travail, j'ai un numéro de série, qui est derrière réellement? Je vais l'associer ça avec l'identité de l'utilisateur dans l'annuaire. Et donc, avec les listes et les rôles qu'on lui a assignés, pouvoir lui assigner des configurations et des restrictions. Et toujours pareil, avoir une preuve d'authentification qui va permettre de garantir que l'accès qui est donné sur ces stations de travail est bien utilisé par la personne qui est censée être derrière. Et la même chose pour un terminal type mono-utilisateur. Aujourd'hui, si on regarde comment fonctionne un service d'annuaire, on a un bordel qui est assez sympathique. On a ça globalement, donc on a nos stations de travail, mobiles ou toujours mobiles, on a nos services internes, nos services externes, avec de plus en plus de services en cloud. On a potentiellement, si on a de la chance, un annuaire qui a été monté et qui contient tous nos utilisateurs, qui a toutes les informations du service RH qui alimente automatiquement l'annuaire. Et on a plein de protocoles qui rentrent en jeu pour arriver à faire que tout le monde discute ensemble. Dont un qu'on voit un peu trop là sur le schéma qui s'appelle le LDAP. Le LDAP, je vous rappelle que c'est un protocole, c'est un langage de dialogue pour une base de données. Ce n'est pas une base de données. Ce sera bien de le garder en tête. On a notre MDM, donc du coup, par exemple, qui va dialoguer avec l'annuaire en LDAP pour avoir la liste des utilisateurs, récupérer les listes, les rôles, etc. et pouvoir assigner des configurations ou des restrictions à nos terminaux mobiles. On a nos terminaux mobiles qui, dans certains cas, sont multi-utilisateurs, donc vont aller consulter le LDAP pour avoir les utilisateurs qui sont disponibles, qui sont autorisés sur la machine et vérifier que le mot de passe qu'on lui a donné est le bon, ou que le certificat de la carte à puce est le bon, etc. Et on a des services cloud où là, c'est un mix de tout et n'importe quoi qu'on retrouve, avec du LDAP, du SAML, de la base de données synchronisée en dur complètement propriétaire, etc. Si on regarde, on a le LDAP effectivement qui se trouve de partout. À l'origine, le LDAP est un outil qui permet à des services infrastructures d'interroger un annuaire. On l'a un peu trop déployé de partout. À un moment donné, il va falloir se calmer sur le LDAP. Ce n'est pas l'annuaire qui est le problème, c'est le LDAP, qui est à la base un service d'interrogation d'annuaire. Un service d'interrogation d'annuaire, ça ne peut pas du coup marcher s'il n'est pas joignable. Et du coup, on a les problèmes qu'on connaît en mobilité, etc. Et on arrive à des solutions où aujourd'hui, on commence à se dire, on va mettre Nomad, dont on parlera en fin de journée, c'est ça? Ouais, en fin de journée. Donc on va mettre Nomad dans l'histoire pour dire j'ai une session qui est locale, donc elle n'est pas liée à mon Active Directory. Par contre, je vais bricoler avec Kerberos au milieu pour aller faire quand même marcher le SSO pour faire en sorte que ça ne soit pas trop l'enfer pour les utilisateurs, etc. Ça, on a effectivement Nomad et sur Mac qui fonctionne de cette manière-là, qui marche bien, qui ressemble pour beaucoup à ce que fait Enterprise Connect, s'il y en a qui ont pris la version payante très chère de chez Apple. Pour info, c'est la même chose sur Microsoft. Hein. Si vous avez déjà utilisé Windows 10 et les scénarios Enterprise Account, aujourd'hui, quand vous installez un Windows 10, planqué au fin fond de l'interface, vous avez l'option me connecter à mon Active Directory, et en principal, vous avez me connecter à mon compte, qui est lui sur Azure AD et qui reprend ce même genre de scénario-là. Et le même genre de scénario que vous allez avoir dans le futur avec Nomad et No Login, où on va changer la login window pour créer l'utilisateur local de cette manière-là. Je ne sais pas si tu en parles après. No Login ? Non. Bon. À l'occasion, jetez un œil. Si vous êtes sur de l'annuaire type Active Directory ou sur des services type Okta, etc., ça peut être intéressant pour vous de jeter un œil dessus. Dans l'eau, il y en a un qui est très intéressant, c'est le SAML. SAML, c'est un standard et qui est aujourd'hui sous-utilisé. Qui déjà en a entendu parler là? Ok, pas beaucoup. Dans ceux-là, qui en a installé, qui le déploie chez ses clients? Ouais, voilà.
Du coup, SAML, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est je vais utiliser un service A et par exemple mon blog WordPress, je vais me connecter à l'administration de mon WordPress sur mon entreprise, du portail de mon entreprise. Et pour m'authentifier, je ne vais pas avoir un login et un mot de passe qui lui est dédié. Je ne vais pas lui envoyer mon login et mon mot de passe. Je vais être envoyé sur le site de mon entreprise, mon portail d'authentification de mon entreprise, et je vais faire un aller-retour en fait, avec un petit peu, très vite fait et de loin, ce qu'on aurait pu avoir avec du Kerberos à l'époque. Je vais passer par un tiers de confiance qui va prouver que mon identité est réelle. L'intéressant dans cette histoire-là, c'est que la partie service provider, donc par exemple mon WordPress, ne verra jamais mon identifiant et mon mot de passe. À aucun moment. Lui, tout ce qu'il va voir, c'est que j'ai demandé à m'authentifier, il m'a forwardé sur un identity provider, et l'identity provider va travailler avec mon navigateur web, soit pour me demander un identifiant et un mot de passe, soit pour utiliser un certificat, un ticket Kerberos, ou que sais-je encore, pour faire d'authentification unifiée, et ne même pas demander à l'utilisateur qui il est. Cette partie-là, ça va permettre du coup déjà de régler un problème de sécurité avec tous les services cloud qu'on utilise aujourd'hui et qui se font tous trouver un jour ou l'autre. Quel que soit le service, ça arrivera. Donc au moins, le jour où ça arrive, quand la base de données de mots de passe est volée, ben, nos mots de passe ne sont pas dedans. Donc il n'y a que les données qui étaient là qui sont en danger et pas le reste de la boîte. Un peu intéressant déjà. Si vous l'avez, c'est le cas, jamais utilisé du coup, un petit exemple ici, vite fait, où on va utiliser Dropbox en tant que service, et on l'a connecté ici à Azure AD. Donc c'est-à-dire que si vous avez ceux qui utilisent Office 365, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez accès à l'Azure Active Directory derrière. C'est inclus dans le prix, et avec ça, vous pouvez faire de l'authentification unifiée sur tous vos services web. Ça ressemble à ça. L'utilisateur arrive, se connecte sur son portail en Dropbox en rentrant son nom d'utilisateur de manière très classique, et là, Dropbox nous repère comme authentification unique. Et on est renvoyé sur le site de Microsoft ici, parce que je me sers dans ce cas-là de Azure AD comme Identity Provider. Je m'identifie chez Microsoft et je suis identifié sur Dropbox. Aussi simple que ça, c'est le principe. Ça commence à devenir très intéressant comme fonctionnement, puisqu'on a la possibilité d'avoir de l'authentification centralisée, avec une base de données utilisateur unique et une base de credentials unique pour tous les services en ligne. Donc, on voit bien que la partie directory, elle est loin d'être has-been. Au contraire, vous n'en avez jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Ça, si on le déploie, aujourd'hui, on a grosso modo deux écoles. L'une qui va reposer sur des infrastructures internes. Alors par exemple, si vous avez l'Active Directory, vous avez ADFS qui est gratuit, vous avez juste à activer. Si vous travaillez avec AirWatch et que vous avez aux licences Workspace ONE, qui sont aujourd'hui les plus intéressantes dans les grilles de prix AirWatch, vous avez VMware Identity Manager qui inclut et qui est extrêmement bon et poussé si vous voulez faire de l'authentification automatique en fonction de qui vous managez sur les postes et que l'utilisateur n'ait jamais à rentrer un identifiant et un mot de passe. Il y a des trucs qui sont très sympas dedans. Et vous pouvez aussi utiliser n'importe quel fournisseur de Directory as a Service. On en a pléthore qui tournent aujourd'hui sur le web. Je ne vais pas tous les citer, je ne les citerai pas parce que beaucoup ont eu des problèmes de sécurité. Et voilà, donc on ne va pas faire de pub plus pour l'un que pour l'autre, ni de mauvaise pub. Ça, quand on va le déployer, on va avoir deux types d'architecture du coup. Et l'intéressant, c'est de se poser la question de où sont les secrets. Si on repose sur une base ADFS ou VMware Identity Manager, notre base de secret, elle est sur l'Active Directory. Enfin, ou du moins sur l'annuaire que vous avez connecté. Parce que ça parle LDAP, donc ça se débrouille. Et donc c'est dans vos locaux, c'est chez vous. Si vous cherchez à faire du sur-site, ou vous avez des vrais problèmes de sécurité, comme certains de mes clients, ben on part sur ce type d'infra-là. Si par contre on fait quelque chose qui est plus, on cherche à déporter à l'extérieur, à internaliser le moins possible, etc., on part plus sur des versions en cloud, avec du Directory as a Service, et là on a différents types de solutions qui vont extraire les informations de l'Active Directory, par exemple, pour les enregistrer à l'extérieur. Si par exemple vous utilisez encore une fois Office 365, c'est ce que ça fait. Quand vous installez votre Azure AD Sync pour connecter votre AD à Azure AD et faire en sorte que vos identités remontent, c'est ce que ça fait. Ça fait la synchronisation et ça clone vos mots de passe dans la base du service extérieur. Ça, si on regarde un petit peu et qu'on essaye de gratter un peu ça pour simplifier et voir qu'est-ce qu'on peut en bricoler, histoire de voir comment
Cette introduction du SAML change la donne, change la manière de réfléchir, et qu'est-ce qu'on peut prendre en compte, nous, pour nos métiers, tout simplement. Donc on a ça. On va dire Active Directory, personne n'aime. On dégage. On garde juste la partie où on a un tiers dans l'histoire qui contient toutes nos bases de données, nos mots de passe, avec un Directory as a Service. On a dit l'Active Directory, on n'en veut pas. On dégage. On a juste notre service en ligne avec notre base d'identité, nos preuves d'identité qui sont sur un hébergeur web, enfin un service cloud du moins, Azure AD ou un autre, peu importe. Et on y a connecté nos services tiers, Dropbox, Ring Central, etc., qui vont venir s'authentifier en SAML sur votre Directory as a Service. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos stations de travail? Ce serait quand même bien que quand l'utilisateur change son mot de passe sur son Mac, ça soit la même identité de partout. Ça serait quand même bien que quand l'utilisateur, pour une raison ou une autre, fait 15 fois un mauvais mot de passe sur son Mac et que ça bloque son compte sur son Mac, que j'ai bloqué le reste de l'annuaire. Il y a de la sécurité dans l'histoire là. Si mon identité sur mon Mac est découplée de mon identité annuaire, ben, au final, mes polices de mots de passe, mes protections, mes règles de sécurité interne à l'entreprise ne servent à rien. Donc on va se regarder un petit peu plus dans le détail ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'histoire pour repartir de notre schéma de départ et y rajouter autre chose. Avoir un annuaire qui fonctionne différemment. Et se dire éventuellement, le LDAP on l'oublie. Globalement, ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit le fournisseur d'annuaire en tant que service, on arrive à la fin sur un fonctionnement qui est à chaque fois équivalent, qui est celui-là. On a une base d'annuaire centrale qui contient de la même manière nos listes, nos rôles, nos utilisateurs et leurs preuves d'authentification. Et on a un max de services en ligne qui fonctionnent en SAML, potentiellement des services internes qui fonctionnent en SAML aussi. On a éventuellement une gateway LDAP, et on revient, on parlait de vieux tout à l'heure. Si vous avez connu le début du LDAP, c'était le but du jeu à la base. Hein. C'était à servir de passerelle pour du X509. On revient à ce scénario-là. On revient à le LDAP est une passerelle pour interroger une base de données. Et c'est deux choses différentes, ma base d'utilisateur et le bridge LDAP. Donc forcément, on a encore plein de services internes qui parlent LDAP, et ça ne va pas changer, puisqu'il y a un fonctionnement opérationnel qui est différent entre de l'authentification web et ce qu'on peut faire avec du LDAP. Par exemple, aujourd'hui, si vous déployez avec du DEP authentifié, login mot de passe sur le déploiement d'iOS, si vous n'avez pas de LDAP, vous êtes mal. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, on a toujours besoin de ce passerelle-là. Par contre, on n'est pas obligé de se servir du LDAP pour absolument toutes les requêtes. On peut inverser les choses, on peut réfléchir un petit peu à ce qui se passe, comme on a réfléchi avec les services web en se disant « Non, je ne vais pas filer l'accès LDAP à 1 milliard de services cloud qui se font choper tous les 2 jours par des pirates. » On va leur dire « Vous venez m'authentifier en interne, je fais ma police d'authentification comme je veux, et du coup, je peux faire des polices de sécurité beaucoup plus poussées. » Parce que du coup, dans l'histoire, vu que c'est notre portail qui fait l'authentification, on peut dire c'est un utilisateur interne, c'est login mot de passe, un utilisateur externe, c'est login mot de passe plus code OTP, et si c'est un utilisateur externe qui se connecte depuis la Russie, c'est non. On peut faire ce genre de choses-là vu qu'on a la main, et c'est notre outil qui authentifie, on ne dépend plus du bon vouloir du prestataire externe. Et du coup, on se pose la question pour nos terminaux. Alors les iOS, au final, c'est facile, puisque ça part à travers le MDM, et il n'y a pas de... L'identité locale s'associe au niveau du MDM. Donc au final, ça, on s'en sort. Et vient, du coup, le Mac dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec cette histoire? On se dit, on veut dégager le LDAP. Le LDAP, personne n'aime, on n'arrive pas à le sécuriser comme il faut, etc. Donc on va essayer de se dire, ça, on dégage. On vire le LDAP entre le Mac et l'annuaire. Par contre, je ne veux pas perdre mes fonctionnalités. Mon cahier des charges initial de... Je veux gérer mon identité pour des questions de scalabilité, de sécurité, etc. Et de dire, je veux mon même fonctionnement AD que j'ai d'aujourd'hui, qui me correspond, mais avec un truc qui soit un peu plus moderne. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Tant qu'à faire, on va essayer de régler des problèmes. Un des problèmes que l'on va régler, c'est le préchargement des utilisateurs. Aujourd'hui, si vous êtes connecté sur un annuaire, votre utilisateur n'est pas disponible naturellement sur la machine tant qu'il ne s'est pas connecté une première fois. Du coup, on peut avoir des problèmes de préparer les machines à l'avance, d'installer correctement tous les outils, de préparer les sessions,
Et potentiellement, si on est en train de travailler sur des scénarios de mobilité, on ne peut pas laisser l'utilisateur partir avec la machine sans lui avoir fait faire une première fois une connexion sur le réseau interne. Et si on est sur des réseaux un peu trop sécurisés, en plus la connexion elle doit être en câble réseau. Donc on a un truc là qui peut être amélioré, se dire je veux pouvoir précharger l'identité de mon utilisateur sur ma station de travail. Si je pète l'annuaire et que je refais un truc neuf, que je repars d'un cahier des charges initial, je veux ça. Je veux aussi que ça soit prévu pour l'usage hors ligne. Je précharge mon utilisateur, si la première fois de toute sa vie qu'il utilise la machine d'entreprise c'est dans l'avion, eh bien il faut que ça marche. Il faut qu'on trouve une solution qui ne se soit jamais connectée sur l'utilisateur, que j'ai correctement préparé sa machine avec ses applications qui sont installées, etc. Donc je n'ai pas attendu que l'utilisateur rentre son identifiant et son mot de passe sur le DEP, j'ai pu faire mon travail à l'avance. Je lui ai filé la machine, il s'en sert la première fois dans l'avion, ça doit marcher. Et ça doit être tant qu'à faire un protocole que tout le monde maîtrise, accepte d'exposer sur Internet. Techniquement, entre du HTTPS et du LDAP-S, vous avez le même niveau de sécurité, même niveau d'authentification, etc. Par contre, il y en a un, si je vous dis vous l'exposez sur Internet, ça va, l'autre, vous allez gueuler. Donc, on va se dire, on laisse tomber le LDAP, et on va travailler sur une exposition en HTTPS, une interface REST, à un moment donné, pour rassurer tout le monde, avoir un protocole que tout le monde maîtrise, qu'on sait inspecter correctement au niveau des firewalls, qu'on sait bricoler un petit peu dans tous les sens, et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et on va se concentrer sur le préchargement des utilisateurs. Ça, l'idée, c'est que l'annuaire et la machine passent un contrat ensemble, en disant, tiens, ça c'est l'identité que tu vas avoir à gérer sur ta station de travail, quand tu vas fonctionner. Voilà toutes les infos à l'avance. Je te préviendrai s'il y a un changement de mot de passe, et toi en même temps, s'il y a un changement de mot de passe de ton côté, tu me préviens. C'est le rôle que l'on veut avoir. Mais qu'on puisse se dire, voilà, l'information, on l'a. Les credentials, on les connaît, ils sont dans l'annuaire. Pourquoi je devrais attendre que l'utilisateur se connecte une première fois pour dire à la machine, c'est ça les credentials? C'est là-dessus, en fait, qu'on a travaillé depuis un moment. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent. Ça, si vous voulez le faire, il y en a deux principales sur le marché qui existent, qui sont JumCloud et OneLogin. Donc ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Mon point de vue sur ces outils-là étant que ce sont des outils 100% cloud. Vous ne pouvez pas les héberger en interne, et, sauf si ça a changé récemment, vous n'avez même pas d'infra Europe. Donc ça peut être un problème, et voilà, c'est chez eux. Donc si ça ne vous pose pas de problème, tant mieux, allez-y. On arrive à des scénarios qui marchent, sauf si on prend FileVault en compte. Avec ces deux-là, vous oubliez FileVault. Depuis fin 2016, effectivement, je me suis mis à bosser sur un projet, dont Guillaume a gentiment parlé juste avant, EasyLogin, où le but du jeu, ça a été de se dire, on répond au cahier des charges, je veux ce truc-là en fonctionnement sur l'annuaire, les solutions que je trouve actuellement ne me vont pas, donc on va partir sur une nouvelle solution. Et en l'occurrence, comme tout ce que je fais, tous les codes que j'écris sont open source, donc ça sera open source, c'est déjà open source. Actuellement, c'est une intégration qui est macOS native, c'est-à-dire qu'au maximum, on peut faire aussi bien, mais vous n'aurez jamais de concurrence qui fait mieux, dans le sens où ce qu'on utilise, c'est les outils d'Apple. On s'est intégré à macOS de manière correcte, qui fait que FileVault marche du premier coup, qu'on n'a aucun problème là-dessus. C'est une infra qui est fait pour être déployée en cloud, sur tout type de cloud. C'est fait pour tourner de n'importe où. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est écrit, on s'est amusé, on l'a fait avec du Swift, avec les outils d'IBM. Aujourd'hui, ça peut se déployer sur IBM Cloud, sur le cloud d'Atos, sur du Docker, sur ce que vous voulez. Donc vous voulez l'héberger en ligne, vous l'hébergez en ligne, vous l'hébergez sur vos serveurs, vous l'hébergez sur vos serveurs, on s'en fout, ça marche. C'est 100% libre, il n'y a rien là-dessus. Le code est 100% open source, et c'est toujours intéressant quand on repose sur un projet open source de comprendre quelles sont les sources de financement, comment le projet reste en vie. Donc globalement, ce qui va se passer derrière, c'est qu'à la fin, il y aura toujours le code open source, ça ne va jamais changer, et la partie service pro payant, si vous avez besoin d'aide pour l'installer en interne, on ne va pas complexifier volontairement la partie open source pour que ça soit chiant à installer. Le but du jeu, c'est qu'en un clic, ça soit déployé. On proposera hébergement Europe ou US, avec des prestataires que Europe ou que US, en fonction des besoins. Et pour info, c'est déjà 100% libre dès aujourd'hui. Vous avez sur le projet la très grosse majorité du code source. Le seul qui n'est pas publié pour l'instant et qui sera publié plus tard,
c'est la petite magouille qu'on a faite pour intégrer sur macOS. Cette valeur-là qui aujourd'hui fait défaut à nos concurrents, on l'a pour l'instant protégée, puisque le but du jeu, c'est que le travail qu'on a fait là-dessus profite à l'open source. On ne veut pas le publier tout de suite pour dire, du coup, les autres sont avantagés, s'en servent, et on n'est pas prêt à fournir une solution équivalente. Donc on va continuer pour l'instant à travailler, à faire en sorte que tout fonctionne, pour fournir une solution complète, open source, et à ce moment-là, une fois que c'est complet, effectivement, le code source du Mac est ce qui fait qu'en gros, en 3 semaines, on a réussi à résoudre tous les problèmes techniques qu'ont les concurrents sur FileVault. Cette partie-là sera open source aussi. En termes de roadmap, on a un gros catalogue de fonctionnement qui est prévu, et donc actuellement, en fait, on en est là. On a une intégration macOS qui fonctionne très bien, où vous allez dans les préférences système, vous changez votre mot de passe, c'est répliqué sur la base centrale. Donc en gros, il n'y a strictement aucune différence du point de vue de l'utilisateur quand on se sert de ça en annuaire, plus qu'un autre annuaire nativement supporté par macOS. On a un bridge LDAP, donc on a écrit un serveur LDAP dans l'histoire, qui fonctionne avec AirWatch. Donc on peut gérer nos identités et ça fonctionne. Donc la partie Network User Extension, si vous regardez sur comment fonctionne un MDM, quand un utilisateur annuaire se connecte sur un Mac, il reçoit un message spécifique qui donne son identifiant unique en disant j'ai tel identifiant unique qui s'est connecté sur la machine et voici le token MDM qui va avec pour cet environnement spécifique-là. Ça marche aussi. On supporte Docker en déploiement, comme ça vous pouvez l'installer où vous voulez. On a une gestion utilisateur et groupe qui est opérationnelle et on est en train d'écrire la partie SAML, pour qui serve d'identity provider dans l'histoire. Une fois qu'on en est là, que c'est fait, V1 stabilisé, on prévoit pour cet été d'ouvrir les bêtas privées puis publiques, et en espérant que tout va bien, sur l'automne, fournir une version open source en V1 qui fonctionne. Donc ça, c'est là où on va sur ce projet open source. Pourquoi ce projet a été créé, je vous en parle, c'est parce qu'en termes d'avenir des services annuaires, je ne vois pas quelque chose marcher autrement. Et si tant est que ça puisse donner un indice là-dessus, c'est les mouvements qu'est en train de faire Microsoft avec l'Active Directory. Active Directory aujourd'hui, il est répliqué sur Azure AD et la plupart des services aujourd'hui sur Windows 10 reposent plus sur Azure AD que sur Active Directory. C'est ce que fait JumpCloud et OneLogin depuis quelques années maintenant. Donc il y a plein de choses à faire là-dessus. Il manquait une version open source, voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, que ce soit sur EasyLogin, ok, on en a parlé, etc. Mais surtout la partie service annuaire, c'est pas parce que ça existe que ça sera ça que vous utiliserez, on s'en fout. Je suis là pour répondre à toutes les questions s'il y en a sur la partie annuaire de manière générale, l'Active Directory ou pas, le LDAP ou pas, le SAML ou pas, et comment vous allez devoir gérer ça à l'avenir. Si vous avez des questions. Ouais. Pour le micro. Merci. Une petite question sur le SMO, et peut-être dire une bêtise, mais c'est pas ce qu'on appelle OAuth 2 là OAuth Alors OAuth 2, ça repose sur les mêmes idées. Par contre, c'est pas aussi avancé. C'est pas aussi avancé. Ça remplit le même rôle. Par contre, sur SAML, on peut faire beaucoup plus de choses. Et entre autres, le demandeur, le service provider, peut demander à l'identity provider un certain niveau de sécurité. Ce qu'on ne peut pas faire en OAuth, par exemple. Le OAuth se contente de déporter l'authentification. Le SAML permet de dire au service provider d'imposer un petit niveau de sécurité particulier et de dire non, là pour ce truc-là, je ne veux pas que du login mot de passe, je veux du double factor, par exemple, pour que du coup il y ait un dialogue entre les deux. Et avec SAML, j'en ai pas parlé, mais il y a un deuxième protocole qui va avec, c'est le SCIM, qui fait l'autre sens en fait. En gros, SAML déporte l'authentification, et SCIM vient permettre à l'annuaire de pousser les identités, de précharger, de la même manière que je viens d'en parler sur les Mac, de précharger l'identité sur les services tiers, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec du OAuth. Le SCIM vient en plus, et il est important pour faire la partie provisioning, et en fait on va se servir de ça pour dire, j'ai par exemple un scénario classique, j'ai mon Bamboo HR qui est utilisé par les ressources humaines, la personne qui va être embauchée est validée, la ressource humaine a rentré dans son portail, dans son SIRH, la date de début et de fin de contrat. Ça, du coup, c'est envoyé à l'annuaire l'interprète. Quand il interprète ça, il crée le compte avec son début d'activation pour dire
le login n'est pas valable avant telle date, et il précharge les informations dans les services tiers. Et donc, par exemple, ça, un scénario qui marche actuellement aujourd'hui sur ça, prenez Bamboo HR, vous le connectez à Okta. Okta, une fois qu'il a reçu les informations du DRH, crée l'identité, va précharger Google Suite, par exemple, pour créer le compte mail et le mettre dans la liste de diffusion, ce qui fait que quand la personne va arriver, elle va ouvrir son compte mail avec déjà les infos de juste avant qui sont disponibles. On n'a pas attendu de ce fait le fait que l'utilisateur soit créé initialement. Si on fait du OAuth ou du SAML sans SCIM, les identités se créent sur les services tiers au moment de la demande, au moment de l'usage. Ce qui peut être intéressant dans certains cas si ce sont des services payants et pas utilisés par tous, mais ce qui n'est pas forcément utile sur tous. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, non, toi, tu parles après. Toi. Concrètement, pour revenir juste sur la partie post-utilisateur, Ouais. pour bien comprendre un petit peu ce que tu appelles le préchargement. Oui. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on a plusieurs types de comptes sur le Mac, on a Ouais. le local, le mobile contrôlé. Qu'est-ce que toi t'entends par précharger ce compte justement Ouais. sur la machine? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va donner les solutions sur comment l'implémenter. Mais l'idée, on va dire, c'est de faire en sorte que la fiche d'identité de l'utilisateur, qui contient son identité et sa preuve de mot de passe, soit disponible sur la machine avant qu'on en ait besoin. Donc, aujourd'hui, quand tu fais un compte mobile, ce qui se passe, c'est que donc, à travers le plugin Active Directory, on dialogue en LDAP, on récupère toutes les informations de la fiche utilisateur, on valide le mot de passe en preuve LDAP, par exemple avec du NTLM ou autre, et une fois que le mot de passe a été validé, le Mac en fait une copie locale à partir de sa version claire, il en fait une version PBKDF aujourd'hui, qui met en local et qui sert et qui se trouve dans la base locale du Mac. Ça, cette identité qui est dans la base locale, au final, c'est quoi? C'est une entrée de base de données avec en gros un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pourquoi je ne serais pas capable de le fournir avant ça? C'est le but du jeu ici. C'est ce que font tous que ce soit EasyLogin, OneLogin ou JumpCloud. C'est la solution, c'est le problème que cherchent à résoudre ces trois outils dans la partie intégration Mac. C'est cette identité que aujourd'hui, que ce soit sur du Windows ou sur du Mac, on met en cache aux premiers usages. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas la précharger à l'avance puisque je connais ces informations-là et je les ai de stocker de manière sécurisée dans mon annuaire. Je sais que cette machine va être assignée à un utilisateur en particulier, donc je veux pouvoir envoyer cette info à l'avance. C'est ça le but du jeu. Ça ne pose pas de problème sur l'intégration DEP? Non, parce qu'en fait, la partie DEP, c'est autre chose. Tu pourrais très bien avoir effectivement ton DEP qui est en mode authentifié. Donc dans ce cas-là, tu devras attendre l'utilisateur pour le charger. Mais fonctionnellement parlant, le DEP fait quoi? Il enrôle la machine sur le MDM et assigne un utilisateur dessus. Si tu utilises l'authentification DEP sur un Mac, ce qui nous intéresse ici, tu vas créer du coup une session locale son identité n'est pas en lien avec le serveur. Si tu ne crées pas de session locale, il n'y a aucun intérêt à avoir du login et du mot de passe sur le DEP. Donc tu peux dire DEP sans login mot de passe, dans ce cas-là, ça part en direct, c'est intégré à l'AD ou à autre chose, et puis voilà. Par contre, si tu fais du login mot de passe, ça n'a aucun intérêt avec l'AD derrière, parce que sinon, le fait de sécuriser le déploiement, on va dire, mais... Synchroniser les services aussi. Non, puisque si tu n'as pas créé de session locale avec ton utilisateur, avec ton authentification DEP, tu n'as pas de session locale que tu peux alimenter en réglage. Si tu as fait du login mot de passe DEP et que tu le connectes à l'Active Directory, l'identité DEP qui va avec ne sera pas liée au compte de l'utilisateur. Et c'est là où tu vas en fait, de fait, on va dire, si tu... Ouais. T'as un tableau blanc. Du coup, sur la partie DEP, l'idée, c'est de se reposer non plus sur la partie DEP pour assigner les réglages à l'utilisateur, mais de se reposer sur ce qu'on utilise déjà aujourd'hui dans le cas des annuaires, la partie Network User Extension des MDM, c'est-à-dire être capable que la login window reporte au MDM qui est connecté actuellement sur la machine. Ce qui va permettre deux choses, c'est j'ai mon identité qui est unique, donc mot de passe synchronisé, mot de passe unique de partout, etc. Et réglage adapté à l'utilisateur.
Donc du coup, le service de support se connecte sur la machine pour faire quelque chose, il a des réglages différents qui s'appliquent dessus, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude du MDM aujourd'hui dans un environnement connecté. Donc essayer, on va dire, le but du jeu, c'est d'essayer de retrouver des sessions qui sont proches du local, qui sont présentes à l'avance et qui sont faites pour la mobilité, qui sont faites pour des annuaires qui ne sont pas dispo tout le temps, mais pour autant essayer de garder ce scénario de j'ai une identité unique à travers tous mes services et toutes mes machines, et faire en sorte de ne pas perdre en niveau fonctionnel, plutôt d'en gagner plutôt que d'en perdre, quoi. De reprendre tout ce qu'on a aujourd'hui, d'avoir le même fonctionnement opérationnel, mais avec un scénario de travail qui est mobile.